Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la suite du TD numéro 4 associé au cours de physique quantique L3 second semestre que vous pouvez suivre également sur cette chaîne. L'énoncé du TD sera sous le lien de la vidéo. Alors j'ai déjà corrigé le premier exercice de ce TD dans une vidéo précédente et donc là il reste deux exercices. L'ensemble du TD porte sur l'intrication et les inégalités de Bell, donc quelque chose d'assez important dans la réflexion liée à la physique quantique. Donc ce deuxième exercice s'intitule « Les chaussettes de Monsieur Bertelsmann ». Une explication de ce titre un peu spécial est fournie dans l'énoncé. Donc cet exercice aborde la problématique des variables cachées locales et les inégalités de Bell sous l'angle de la logique élémentaire que l'on retrouve notamment dans la théorie des ensembles. Le titre de l'exercice est un clin d'œil à un article de John Bell de 1981 intitulé Bertelsmann's Socks and the Nature of Reality, donc les chaussettes de Bertelsmann et la nature de la réalité, dans lequel il est fait référence aux chaussettes de ce physicien Reinhold Bertelsmann, collègue de John Bell, le grand John Bell qui a établi ces fameuses inégalités de Bell qui nous occupent dans ce TD, dont j'ai abondamment parlé dans le cours, bien sûr. Donc un collègue de John Bell qui prend grand soin, semble-t-il, de n'avoir jamais deux chaussettes assorties. Ainsi, si l'on voit l'une de ces chaussettes et qu'elle est bleue, l'on peut être certain que l'autre ne l'est pas bleue. Si l'on sait qu'il a une chaussette bleue, si l'on sait qu'il y a une chaussette bleue et une chaussette verte, mais qu'on ne sait pas laquelle, alors si Reinhold Bertelsmann soulève une de ses jambes de pantalon, il y a une chance sur deux que la chaussette qui apparaît soit verte, mais si on la voit verte, alors que l'on regarde l'autre ou non, on sait qu'elle est bleue. Enfin, on sait qu'elle n'est pas verte en tout cas. Je me suis perdu. Oui, c'est ça, elle est forcément bleue. Et inversement, bien sûr. Alors, la question est de savoir si le type de corrélation qui apparaissent entre les couleurs observées, ou en tout cas observables, des deux chaussettes, c'est-à-dire qu'on regarde ou pas, on sait que les chaussettes sont dépareillées. Donc si on en voit une verte, c'est sûr que l'autre n'est pas verte, qu'on la regarde ou pas. Bien sûr. Donc la question est de savoir si le type de corrélation qui existe entre les couleurs observées ou observables des deux chaussettes est le même type de corrélation qu'entre les composantes de spin d'une paire de qubits intriqués. Alors, on considère donc on commence par une étude purement classique, purement logique de la situation des corrélations. Le but étant de faire ressortir, bien sûr, c'est tout l'objet des inégalités de Bell, de faire ressortir que l'évidence classique, et là en l'occurrence l'évidence logique pure, est prise en défaut par certaines situations particulières de la réalité physique quantique. Donc de mettre le doigt dessus et puis du coup d'offrir en tout cas potentiellement une possibilité de mise à l'épreuve expérimentale donc de la physique quantique par opposition à tout un ensemble de théories qui s'appuieraient sur des a priori classiques que la théorie quantique nous impose donc de rejeter. Et là en l'occurrence l'idée c'est de vraiment d'aller jusqu'au cœur du problème exprimé en termes de logique. Alors, on considère un ensemble d'objets de type quelconque, mais le même pour tous, oui, on a des objets de même type, mais peu importe le type, mais ils ont tous le même type, susceptibles d'avoir différentes propriétés, quelconques elles aussi. Donc c'est quelque chose de complètement général, on a des objets qui peuvent avoir des propriétés. Ils peuvent avoir des températures, des vitesses, ils peuvent avoir, comme les chaussettes de Bertelsmann, elles peuvent avoir différentes couleurs, elles peuvent être faites de différents types de fils, de la soie, de la laine ou du coton, elles peuvent avoir des rayures ou pas de rayures, différents motifs, etc. Bien. Donc, un ensemble d'objets de type quelconque, mais le même pour tous, susceptibles d'avoir des propriétés différentes, peu importe lesquelles. On s'intéresse à trois propriétés particulières que l'on note A, B et C. Très bien. Les objets sont susceptibles d'avoir individuellement ou de ne pas avoir chacune de ces propriétés.
Donc, chaque objet, je vais appeler OI, il y en a un certain nombre. Enfin, ok, j'ai des objets OI, et chaque objet peut avoir la propriété A ou ne pas l'avoir, peut avoir la propriété B ou ne pas l'avoir, peut avoir la propriété C ou ne pas l'avoir. Il n'est pas obligé d'en avoir une parmi elles, il n'est pas obligé d'en avoir, de les avoir toutes, enfin bon, bref, n'importe quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement général. Ils peuvent n'en avoir aucune, ou bien une seule, n'importe laquelle, ou bien deux quelconques d'entre elles, ou enfin les trois à la fois. Tout est possible. Par exemple, pour l'objet chaussette, on peut avoir des propriétés liées au motif, comme je disais, à rayures ou à carreaux, ou autre chose, ou à la couleur, bleu, verte ou autre, ou encore au type de fil utilisé, soit coton ou autre. Bien. Premièrement, montrer que la propriété suivante est vraie de manière tout à fait générale. Alors, quelle propriété? Donc, c'est présenté sous la forme d'un théorème. Quels que soient les objets considérés, quel que soit leur nombre, et quelles que soient les propriétés A, B et C concernant ces objets. On a l'inégalité suivante. Alors, je l'écris et je l'explicite tel que c'est indiqué dans l'énoncé. N de B et non C. Je note non B avec B bar, non C, C bar. Voilà, supérieur ou égal à N de A et C bar. Où N de A et B bar, par exemple, pareil pour les autres bien sûr, désigne le nombre d'objets, donc c'est le nombre d'objets parmi la collection d'objets, qui ont la propriété A, et ont la propriété non B, c'est-à-dire la négation de B, c'est-à-dire ils n'ont pas la propriété B, tout simplement. Donc, ont la propriété A et n'ont pas la propriété B. Il n'y en a peut-être aucun, des noms comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai des objets qui pourraient ou ne pourraient ne pas avoir la propriété A, B ou C, quelles que soient les propriétés considérées. Je considère le nombre d'objets qui ont la propriété A et qui n'ont pas la propriété B. Le nombre d'objets qui ont la propriété C et B et qui n'ont pas la propriété C. Le nombre d'objets qui ont la propriété A et qui n'ont pas la propriété C. Ce nombre existe, quelle que soit la collection d'objets que je prenne. Ce nombre existe, ces nombres existent, et bien ce que dit ce théorème, qui a l'air assez déroutant comme ça, mais dont on va voir qu'il est l'évidence même, c'est que le nombre d'objets qui ont la propriété A et pas B, plus le nombre d'objets qui ont la propriété B et pas C, est toujours supérieur au nombre d'objets qui ont la propriété A et pas C. Alors ça paraît un peu étrange. C'est ça. Bon, montrer ce théorème, cette propriété générale. Alors, il y a une indication, sympathiquement. On pourra s'aider d'un dessin représentant des ensembles pertinents. Je ne sais pas si c'est une si grande aide, mais enfin, en tout cas, ça nous oriente vers la théorie des ensembles. Et comme on a un nombre d'objets qui ont une propriété, pas une autre, etc., on a envie de représenter des ensembles d'objets, des ensembles en fait correspondant à les objets qui ont telle propriété, on les met dans l'ensemble, les objets qui ont telle autre propriété, on les met dans l'autre ensemble. C'est quand même ça qui est suggéré. On pourra s'aider d'un dessin représentant des ensembles pertinents. Donc il n'y a rien d'autre que des objets et des propriétés, donc on va faire des ensembles correspondant à ces propriétés. Donc voici l'ensemble des objets qui ont la propriété A. Je vais changer de couleur, j'ai plusieurs couleurs, c'est formidable. Donc, propriété A, les objets qui ont la propriété B. Alors, je mets une intersection parce qu'il est possible que certains objets aient la propriété A et la propriété B, mais peut-être que c'est vide, peut-être qu'il n'y en a aucun, à ce moment-là, il n'y aura rien là-dedans, qu'à cela ne tienne. Peut-être même qu'il n'y a que, parmi ceux qui ont la propriété A, il n'y a que des objets qui ont aussi la propriété B, auquel cas, cette partie est vide. Soit, je dessine les objets et on verra, enfin, je dessine les ensembles, les propriétés, et ensuite, évidemment, ça dépend de la collection d'objets que j'ai. Mais ce qu'on nous demande de montrer, c'est que quels que soient les objets qu'on choisisse, ou qu'on les mette quelque part, enfin pas quelque part, ou qu'on les mette, quelle que soit leur propriété relative à A, B et C, et
enfin, leur situation relative aux propriétés A et B et C, inégalité proposée est vraie. Donc ça c'est propriété B, A et propriété C. Là pareil, il se pourrait bien qu'il n'y a rien là, ou rien là, ou rien là, ou enfin, bon. Mais en tout cas, voilà la situation la plus générale. Il n'est pas exclu qu'il y ait des objets qui ont des trois propriétés, ou juste deux d'entre elles, ou juste une seule, ou juste aucune. Les objets peuvent même être ailleurs, peu importe. C'est vraiment complètement général. Ok. Alors, ok, alors on va démontrer. Alors, je rappelle ce qu'il faut montrer. On va s'intéresser à n de A et non B, plus n de B et non C, et on veut montrer que tout ça, c'est plus grand que n de A et non C. Ok. Bon, c'est simple. Quelle est la région de ce diagramme-là qui correspond aux objets qui ont la propriété A, mais qui n'ont pas la propriété B? Bon, à l'évidence, ça correspond à l'ensemble. Il faut qu'il soit dans l'ensemble A, mais il faut qu'il soit aussi dans le complémentaire de B. Complémentaire de B, parce qu'il ne faut pas, je sais pas, je vais le noter comme ça, le complémentaire de B, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient la propriété B. Alors peut-être je vais noter cette région-là, je vais l'appeler 1, celle-là 2, celle-là 3, celle-là 4, celle-là 5, celle-là 6, celle-là 7, pourquoi pas. Ok, alors les objets qui ont la propriété A et pas B sont tous ceux qui sont dans A mais pas dans B. Donc en fait, c'est tous ceux qui sont soit dans la région 1, soit dans la région 5. Du coup, j'appelle région 1 la région exclusive là, des autres. Hein, d'accord. Donc tel que c'est écrit là. Hein. Donc le premier nombre, là ici, n de A et non B, eh bien c'est N1, si j'appelle N1 le nombre d'objets qu'il y a là-dedans, encore une fois, ça peut être 0, hein, c'est pas un problème. En tout cas, il y a un certain nombre d'objets là-dedans, je l'appelle N1. Et puis il y a des objets là-dedans, N5, peut-être 0, peut-être beaucoup, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir A et pas B comme propriété, il faut être soit là, soit là. Donc, voilà le premier nombre. Le deuxième nombre de B et pas C, eh bien, ce sont les nombres qui ont la propriété B, donc qui sont dans le grand cercle vert, mais pas C, donc ils sont ni là ni là. Donc en fait, c'est N2 plus N4. Pour avoir la propriété B sans avoir la propriété C, il faut être quelque part là ou là. Très bien. Et le troisième, c'est le nombre d'objets qui ont la propriété A et pas C. Et donc, propriété A, mais pas C, donc c'est N1 plus N4. Ils sont soit là, soit là. Et donc maintenant, le théorème s'éclaire. La proposition s'éclaire. Enfin, ok, vous avez compris ça. Ce qu'on voit là, c'est que l'inégalité s'écrit N1 plus N5 plus N2 plus N4 supérieur ou égal à N1 plus N4. Bon, voilà. C'est trivialissime, on est d'accord. Oui, N1 plus N4 plus N2 plus N5, c'est plus grand que N1 plus N4 tout court. Hein, donc ça équivaut à N5 plus N2 positif. Bah oui. Alors c'est peut-être 0, hein, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y a rien là et là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas négatif. D'accord. Donc je distribue au hasard des objets là-dedans. Quelle que soit la propriété A, B, C, dans tous les cas, ça, c'est vrai, c'est absolument incontestable. Il n'y a pas de... il n'y a rien d'autre à en dire. Et donc, ça, c'est une inégalité de Bell. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on va la prendre en défaut de la physique quantique. Mais évidemment, ça veut dire qu'il y a une hypothèse sous-jacente là, qui est celle, justement, que la physique quantique va nous contraindre
à abandonner. La propriété, là, c'est que les objets ont en propre la caractéristique d'avoir la propriété A ou de ne pas l'avoir. Mais soit ils l'ont pas. D'accord? Donc, évidemment, il y a derrière ça la logique du tiers exclu, en réalité. Donc, c'est vraiment... ça nous ramène au fondement de la logique aristotélicienne. L'objet, soit il a la propriété A, soit il ne l'a pas, et pareil pour n'importe quelle propriété. Bien. Ok, donc voilà ce qu'il en est, quelles que soient les propriétés considérées, quels que soient les objets, on a cette relation-là générique. Et donc, on va s'en servir pour identifier une situation de physique quantique dans laquelle, si on croit à la théorie des variables cachées, c'est bien ça dont il s'agit ici, d'ailleurs dans tout TD, des variables cachées locales, en fait, ça colle pas. Alors, allons-y. Donc, ça c'était la mise en jambe, si on veut dire. Deuxièmement, les objets que l'on considère sont en fait des particules de spin envie. Ok. Et les propriétés A, B et C sont liées aux valeurs de la composante de leur spin suivant trois directions particulières, déterminées respectivement par les vecteurs unitaires UZ, U45 et UX, ou U45. U45 est défini comme 1 sur racine de 2, UZ plus UX, et donc UX, je peux le rajouter là, peu importe. Donc vous avez une direction X, une direction Z, et la direction U45 ici à 45 degrés, il pourrait y avoir un autre 45 degrés. Bon, donc c'est c'est des vecteurs unitaires classiques dans l'espace ordinaire 3D, trois directions particulières. Et donc les grandeurs auxquelles on s'intéresse sont la grandeur A, donc c'est la composante du spin de la particule ennemie suivant UZ. B, c'est suivant U45, et C, c'est suivant UX. Très bien. Donc ça, c'est la question posée, enfin, c'est le contexte. Et donc, première question ici, si on mesure ces composantes-là, hein, si vous voulez, là, il y a la composante du spin S indice Z, qui n'est rien d'autre que S scalaire UZ, enfin on a déjà vu ça de nombreuses fois. Et puis il y a la grandeur, donc en fait B c'est S45, si on peut dire, et puis ça c'est SX, très bien. Donc si on mesure ces grandeurs-là, quelles sont les valeurs qu'on est susceptible d'obtenir? Bon, alors on le sait, un spin ennemie correspond à un espace vectoriel de dimension 2. Il y a deux valeurs propres distinctes qui sont plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Si le système est dans un état propre de l'opérateur correspondant, il va donner à chaque mesure à coup sûr le résultat, comme résultat la valeur propre associée. Sinon, s'il est dans une combinaison des états propres de l'opérateur mesuré, il donnera aléatoirement l'une ou l'autre des valeurs propres avec la probabilité correspondant donc au module au carré de la composante de la décomposition du vecteur sur la base des vecteurs propres. Très bien, physique quantique tout à fait standard. Donc dans les trois cas, en fait cette question est tout à fait évidente, dans les trois cas, les réponses possibles sont plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Alors, la physique quantique dit, en tout cas dans l'interprétation de Copenhague, ou bien dans n'importe quelle interprétation, mais en pratique, quand on fait l'expérience, la physique quantique dit que ce résultat est aléatoire. Et c'est ça qui pose problème à une certaine
dans une certaine perspective de pensée, dans une certaine représentation du monde. Ça veut dire que si on fait 2 fois la mesure sur le système dans le même état, on n'est pas sûr d'avoir 2 fois à chaque fois la même réponse. Et par conséquent, il y a un élément donc, aléatoire, indéterministe, dont on est tenté de se dire que, en fait, c'est pas possible. Si on fait la même mesure, si on fait exactement la même chose sur le même système, dans le même état, ça doit donner la même chose. D'autant que c'est ce que dit par ailleurs les lois de la physique quantique avec l'évolution unitaire. Mais justement, quand on fait une mesure, en pratique ou en réalité, quoi qu'on en pense, il y a cet élément aléatoire qui apparaît, et donc on est tenté de se dire que c'est peut-être qu'on n'est pas allé au bout de la physique et qu'en réalité, il y a des choses que l'on ignore, mais que si on les connaissait, on pourrait, si on les connaissait, on aurait le moyen de prédire quel résultat va apparaître pour chaque mesure particulière. Donc en fait, l'idée c'est que l'état qui a l'air d'être le même et qui donne des résultats différents, c'est qu'en fait, c'est pas le même état au départ. Donc il y a certains états, donc c'est ce qu'on appelle la théorie des variables cachées, locales pour dire que ça appartient en propre à la particule. Et donc c'est ça qu'on va explorer maintenant. Très bien. Alors, troisièmement, on choisit la base plus z moins z des vecteurs propres 2sz. Alors, d'accord, donc c'est un espace vectoriel de dimension 2. On choisit évidemment la base qu'on veut. Je vais passer ça. On nous propose de choisir la base. On a noté également dans le cours plus indice z moins indice z. D'accord, ça c'est une base de l'espace de Hilbert. Donc, qui sont des vecteurs propres associés à sz pour la valeur propre, plus h bar sur 2 pour plus et moins h bar sur 2 pour moins. Très bien, c'est classique. Donner dans cette base les représentations matricielles des opérateurs sz, s45 et sx. Alors, bien évidemment, sz, par définition de cette base, le premier vecteur a pour valeur propre, est le vecteur propre pour la valeur propre h bar sur 2, et le deuxième pour la valeur propre moins h bar sur 2. Donc la matrice est symétrique, je peux encore l'écrire h bar sur 2, 1, moins 1, 0, 0, avec ici, bien sûr, on reconnaît la matrice de Pauli numéro 3, ou qu'on note parfois aussi sigma z. Bref. Ok, donc pour sz c'est facile. Alors S45 maintenant. Alors plusieurs façons de le faire. Mais peut-être la plus simple, c'est de dire que ce qu'on appelle S45, donc la composante du spin dans la direction U45, eh bien c'est la matrice scalaire U45, où cette matrice d'opérateurs, c'est la matrice, donc, si je me mets en coordonnées standard ici, voilà, et donc voilà les trois composantes. J'ai h bar sur 2 sigma x ici, c'est-à-dire h bar sur 2, vous vous rappelez de sigma x, 1, 1, 1, 0. Ici, j'ai h bar sur 2 sigma y, h bar sur 2, 0, moins i, 0. D'accord, la deuxième matrice de Pauli, première, deuxième et puis troisième. On a déjà écrit sz, pas la peine de répéter, donc très bien. Du coup, sachant que U45 c'est 1 sur racine de 2 de ça plus ça, eh bien vous voyez que ça va me donner donc h bar sur 2, eh bien sigma x, alors 1 sur racine de 2 de sigma x plus, plus sigma z. D'accord ? Je remplace ça. Voilà. Ok. Bon, ok, vous avez compris. Donc, il suffit d'écrire et ça fait égal quoi? Donc, h bar sur 2 fois. Alors, sigma, je l'ai effacé, enfin c'était 1, 1, en fait 1, 1, 1 et moins 1, voilà. Sur la sigma 2, et là
on est content, un petit clin d'œil qui est toujours bon à prendre. Ça, c'est notre fameuse Hadamard. Vous vous rappelez Hadamard? Bien. Arthur d'Adamard, très bien. Ok. Bon, donc ça c'est S45, et puis SX, SX, en fait on l'a déjà écrit implicitement, hein, c'est H bar sur 2 sigma X, donc H bar sur 2, 0, 1, 1, 0, bon, très bien. Voilà. Alors, ça c'était le troisièmement en fait. Quatrièmement, on prépare des paires de particules maintenant dans l'état intriqué singulier, défini avec les notations usuelles. Donc l'état singulier qu'on a déjà rencontré à chaque fois dans le cours pour quand on s'intéresse à l'intrication. Alors c'est pas du tout le seul état intriqué, mais il a l'intérêt, cet état, d'être invariant par rotation. D'une certaine façon, on va préciser là. Donc, l'idée, c'est de faire plus Z pour la première particule. Donc, on a 2 qubits, considérés comme un système global, croix moins Z pour la deuxième particule, et moins Z pour la première particule, croix plus Z pour la seconde. Très bien. Et donc, on a ici un système intriqué, effectivement. On ne peut pas factoriser un état de la première particule, ni de la deuxième, bien sûr. Très bien. C'est l'état intriqué. Alors, on le note plus simplement, c'est rappelé dans l'énoncé ici. Plus, moins, indice Z, moins, plus, indice Z, ça évite de traîner toutes cette notation très explicite, mais bon, un peu lourde, mais ça veut dire la même chose, bien sûr, hein, c'est juste une convention de notation. Alors, quels sont les résultats possibles de la mesure de SZ sur la particule 1 et avec quelle probabilité? Alors, j'aurais peut-être dû laisser S45, je ne suis pas sûr. Donc on avait H bar sur 2, bien sûr, et après 1 sur racine de 2, Hadamard. Enfin, Hadamard tout court. Le Hadamard, c'est avec le 1 sur racine de 2, bien sûr. Je le mets dans un point, on ne sait jamais. Donc voilà l'état en question. Quels sont les résultats possibles? Alors, si on mesure SZ, si on mesure SZ sur la première particule, donc c'est SZ1, c'est SZ sur la première particule, et évidemment, ça ne fait rien à la deuxième particule. Comme ça, explicitement. Bref, on mesure le SZ de cette particule, et ce qu'on voit ici, c'est que cette particule, l'état du système comporte 2 composantes, dont l'une correspond à SZ égale H bar sur 2, et l'autre correspond à SZ égale moins H bar sur 2. Ce sont 2 composantes. On a une combinaison linéaire de ces 2 composantes. Par conséquent, si on fait une mesure, on va obtenir aléatoirement ce qu'on obtiendrait si on avait juste cette composante, avec la probabilité module au carré du coefficient en question, donc proba 1,5, soit ce qu'on obtiendrait s'il y avait juste l'autre composante, c'est-à-dire moins h bar sur 2, avec la proba module du coefficient au carré, donc moins 1 sur racine de 2 au carré, c'est 1,5. Évidemment, la somme des probabilités fait 1, parce que ça doit faire 1, et là, ça fait automatiquement 1, parce qu'on a pris un état qui est normé. Hein, mais sinon, il faut diviser par la norme totale, évidemment, de l'état. Bien. Alors, pour chacun des résultats... Alors, pour chacun de ces résultats, quels sont les résultats possibles de la mesure du même opérateur, c'est-à-dire SZ à nouveau, mais sur la particule 2. Maintenant, on mesure SZ2, si vous voulez. Et puis, on ne fait rien à la première. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si on avait mesuré H bar sur 2 pour la première particule, du coup, à toutes fins utiles ou en vrai, suivant votre choix d'interprétation, l'état du système maintenant, c'est celui-là. Par conséquent, en fait, la particule 2 est dans l'état moins Z. Donc si on mesure sa composante Z, elle est dans un état propre de cet opérateur,
pour la valeur propre, moins h bar sur 2, et donc on aura moins h bar sur 2 avec, à coup sûr, avec la probabilité 1. Si on a mesuré h bar sur 2, on va obtenir moins h bar sur 2, à coup sûr. Si par contre on avait mesuré ça, alors le système se serait retrouvé en pratique projeté dans l'état moins plus. Par conséquent, la particule 2 est dans un état propre de l'opérateur qu'on mesure, donc sa valeur, enfin, le résultat obtenu est donné à coup sûr par la valeur propre en question, plus h bar sur 2. Voilà. Donc on voit qu'on a une chance sur 2 d'avoir plus, mais alors on a moins, ou bien une chance sur 2 d'avoir moins, mais alors on a plus pour l'autre. La somme des deux est toujours 0, ou le produit des deux fait toujours moins 1, comme vous voulez. Ok. Alors, même question pour Sx sur les deux particules, et même question pour S45. Alors là, en fait, je vais court-circuiter un peu, parce qu'on l'a déjà fait beaucoup dans le cours, et je crois déjà dans plusieurs autres PD. En fait, on peut se souvenir que cet état singulier, c'est ça qui est intéressant, enfin c'est un de ses intérêts aussi, c'est qu'il est invariant par rotation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut réécrire le même état comme étant plus moins x moins plus x. Alors, c'est un résultat qu'on a déjà vu 20 fois. Si vous voulez le retrouver, je vous indique juste comment on fait. Hein. Vous écrivez que plus x, enfin, il faut se rappeler comment on passe de plus x, de la base plus moins z à plus moins x. Voilà, vous avez plus x comme ça. Le moins dans la direction x, c'est sur un signe de 2 de ça, moins ça. Vous reportez là-dedans, vous développez le produit tensoriel distributif par rapport à cette addition-là, et vous trouvez que c'est bien égal à ça. Donc c'est toujours, voilà, ça c'est vrai, et en fait c'est vrai ici, quel que soit le u-θ choisi ici, en fait. Donc il est vraiment invariant par rotation. C'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup on n'a pas besoin de refaire une étude quelconque. Z ou X ou 45 degrés ou n'importe quel angle choisi, c'est-à-dire n'importe quelle direction pour la composante du spin choisie, donnera le même résultat. Donc à chaque fois, probabilité 1,5 de mesurer h bar sur 2 pour la première particule, mais alors à coup sûr moins h bar sur 2 pour la deuxième, ou bien l'autre situation. Bien. Donc ça, c'était la question 5. Alors, question 6 maintenant. On s'intéresse aux résultats possibles d'une mesure de composantes de spin différentes pour la particule 1 et la particule 2. Oui, parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on mesure la composante Z pour la première particule, et après la composante Z aussi pour la deuxième. Ou bien S45 pour la première et S45 pour la deuxième. Là, maintenant, on va mesurer une certaine composante pour la première particule et une autre composante, potentiellement en tout cas, une autre composante pour la deuxième particule. Alors, c'est un petit peu plus riche. Du coup, là, la corrélation entre les deux résultats est toujours parfaite. S'il y en a un qui est plus, l'autre est moins. Là, si on mesure des composantes différentes, la corrélation ne sera pas nécessairement parfaite. Et donc, on va avoir des résultats aléatoires, tout simplement parce que si, par exemple, ayant mesuré la composante Z, j'ai trouvé plus h bar sur 2, donc maintenant l'état c'est celui-là, mais c'est celui-là, indice Z. Donc, maintenant, la deuxième particule est dans l'état moins Z. La deuxième particule, de fait. Et si je mesure sa composante Z, je vais la trouver moins 1, enfin moins h bar sur 2. Mais si je mesure une autre composante, alors il va falloir que je réécrive ce vecteur-là comme une combinaison des vecteurs de base du nouvel opérateur que je vais mesurer. Et donc il y aura deux composantes, et je vais trouver donc l'un ou l'autre des deux résultats possibles, plus h bar sur 2, moins h bar sur 2, avec en probabilité module au carré du coefficient devant chaque... D'accord. Très bien. Donc allons-y, je vais passer ça. Ah, je vais passer S45, on s'en souviendra. Ça, je suis pas sûr d'avoir besoin en place de ça. Alors on s'intéresse aux résultats possibles d'une mesure de composante de spin 1. Alors pour chacun des résultats possibles de la mesure de SZ sur la particule 1, donc ça c'est ce qu'on a vu, donc soit on avait trouvé h bar sur 2, donc si h bar sur 2, alors, et on a vu que ça c'était la proba 1,5 bien sûr,
Alors, on est dans l'état plus moins z. Donc, pour chacun, déterminer le résultat possible ainsi que leur probabilité d'une mesure de Sx sur la particule. Maintenant, on mesure Sx. Alors, justement, j'ai encore là, puisque la particule 2 est dans l'état moins z, je vais trouver Sx va donner h bar sur 2 avec la proba module, enfin le module du coefficient, si j'écris moins z comme une combinaison linéaire de plus x et de moins x, d'accord? Alors en l'occurrence, on la connaît, la combinaison linéaire, mais il suffit d'inverser ça. Vous voyez que moins z, c'est ça moins ça, divisé par racine de 2. Bon, ok. Mais en tout état de cause, la probabilité maintenant de trouver h bar sur 2, c'est bien ce module-là au carré. En l'occurrence 1,5, mais je vais l'écrire formellement, de façon à pouvoir utiliser le même formalisme pour le S45, qui sera peut-être un petit peu moins simple, sans doute pas tant que ça, mais enfin, on verra. Donc l'idée, c'est que la proba ici, c'est module au carré du produit scalaire entre l'état de la particule et l'état propre de la valeur que je considère. Donc c'est moins z plus x, c'est ça en réalité. Formellement, c'est ça, ce 1 sur racine de 2. Bon, il se trouve qu'il est facile à obtenir parce que ce système s'inverse facilement. Mais c'est ça formellement le résultat. Alors, donc ok, ça fait 1,5, bon, très bien. Et donc ça donne plus h bar sur 2 avec cette proba, et ça donne moins h bar sur 2 avec la proba, justement l'autre. Cette fois, la probabilité d'avoir la même chose que ça, moins h bar sur 2, c'est module au carré du produit scalaire de moins avec moins x. Donc l'état du système et l'état propre correspondant à la valeur mesurée. Vous pouvez inverser, c'est module au carré, donc ça ne changera rien. Donc c'est toujours la composante, la probabilité d'obtenir comme un certain vecteur propre de la grandeur qu'on mesure, c'est toujours le produit scalaire des deux, la composante de, enfin, voilà, à quel point l'état du système ressemble à la composante correspondant, enfin, au vecteur propre correspondant à la valeur propre qu'on mesure. C'est ça qui vous donne la probabilité, enfin, le module au carré. D'accord ? C'est vraiment c'est l'idée de c'est un peu, on pourrait dire, dans l'état moins z, il y a du moins x, à quel taux? Au taux à 1 sur 1,5, enfin à 1 sur racine de 2. Bon, c'est des nombres complexes, là, normalement, il peut y avoir des phases, mais vous voyez l'idée, voilà. C'est vraiment le produit scalaire qui donne la probabilité, enfin, le module au carré du produit scalaire qui donne la probabilité d'obtenir la même chose que si on était vraiment dans l'état. Ok, donc ça répond à la question. Non, ça répond à la question si on était tombé sur h bar sur 2, et si on était tombé sur moins h bar sur 2, toujours avec la même proba, alors on aurait été dans l'état moins plus z, et Sx aurait donné, du coup, pareil, soit h bar sur 2, soit moins h bar sur 2, avec quelle proba? Eh bien, cette fois avec la proba, l'état du système scalaire plus x au carré, et ça, à nouveau, il suffit de voir là, par exemple, ça fait 1,5. Vous voyez que du coup, il n'y a pas besoin d'inverser le système. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir sous forme formelle. Parce que le produit scalaire de l'un avec l'autre, c'est pareil que le produit scalaire de l'autre avec l'un. Donc si vous avez une forme, c'est pas la peine de venir réinverser le système. Alors là, c'est un système de 2, ça se fait. Mais si vous avez un système 12-12, vous voulez savoir la probabilité de trouver le résultat d'un certain des vecteurs de base quand vous êtes dans un autre état, il suffit de faire le produit scalaire entre les deux. Il n'y a pas besoin nécessairement d'inverser un système. D'accord ? Si vous avez une expression dans un sens, ça suffit pour avoir les probabilités. Bon, et là, pareil avec le moins ici, et ça fait 1,5 aussi, bien. Okay. D'accord, donc, bon, ça on le sait depuis le premier cours quasiment de physique quantique, c'est le Stern-Gerlach, quand on est suivant z et qu'on mesure suivant x, ou y, c'est évidemment invariant par orientation autour de z, on a une chance sur deux d'obtenir plus 1,5 ou moins 1,5.
plus h bar sur 2 moins h bar sur 2. Ok, alors même question maintenant pour une mesure de S45 sur la particule 2. Donc pareil, donc ça on a vu, je l'efface. Alors si maintenant on mesure S45, ah, ben justement j'aurais, bon, pas grave. Donc S45 va donner, la mesure de S45 va donner, pareil, hein, pas le choix, c'est h bar sur 2 moins h bar sur 2. Donc ça va donner h bar sur 2 avec la proba égale donc modulo carré de l'état du système, en l'occurrence moins z, fois plus 45 au carré, et puis moins h bar sur 2 avec la proba l'état du système scalaire, l'état propre qu'on recherche, correspondant à la valeur mesurée, au carré. Voilà. Alors, reste à exprimer plus 45 et moins 45. Alors, c'est pas rappelé là? Non, c'est pas rappelé. Alors, on peut. Alors, on avait S45. Hein, vous vous rappelez, c'était h bar sur 2 fois Hadamard, là. Donc, il faudrait simplement. On pourrait diagonaliser ça, c'est-à-dire rechercher des valeurs propres et du coup connaître l'expression de plus 45 et moins 45. Donc faites-le si vous voulez, enfin vous vérifiez que ça donne la même chose. Je vais juste me servir d'un résultat, disons, général. Je pense que vous avez vu probablement au premier semestre. En tout cas, moi je l'avais fait l'an dernier pour le cours d'introduction. Donc je ne sais pas, quand on travaille avec la sphère de bloc pour représenter les états d'un qubit, si vous vous souvenez, plus dans la direction U, θ phi, là, d'accord, U, genre en sphérique, donc X, Y, Z, présenter une certaine direction, un vecteur unitaire U avec θ et phi, d'accord, en sphérique, enfin des coordonnées angulaires associées à ce vecteur unitaire, et bien ça, en fait, ça s'écrit dans la base des plus z moins z comme cos θ sur 2 plus z plus e puissance i phi sin θ sur 2 moins z. Voilà, donc c'est pas inintéressant de s'en souvenir de ça. Bon, enfin, ça se retrouve aussi. Bon. Alors, du coup, dans le cas de U45, si je mets ici U45, pour avoir le plus 45, eh bien, c'est... donc, θ vaut 45 degrés. Alors, en fait, le U45, c'est celui-là. C'est celui qui est dans le plan UX, UZ, d'accord, qui a donc un phi égale 0. Donc ça, c'est phi égale 0, et θ égale 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Oui, très bien. Alors, du coup, ça fait ici cos de pi sur 8 plus z, plus, alors phi vaut 0, donc, et sin de pi sur 8 moins z. D'accord? Bon, et donc ce qu'on veut là, c'est, pour avoir la probabilité, celle-ci, là, je vais effacer ça, comme ça je vais le mettre au-dessus, tranquillement. Cette probabilité-là, c'est donc le produit scalaire de... Vous voyez que je n'ai pas besoin d'inverser le système, hein, c'est vraiment... Enfin, on gagne beaucoup de temps en ayant compris que c'est juste le produit scalaire entre les deux vecteurs, donc dans un sens, dans l'autre, peu importe. Donc, U45 scalaire moins Z, c'est ça, de manière générale, donc là, en l'occurrence, c'est ça, module au carré, donc c'est sinus carré de pi sur 8, tout simplement. Donc ça, c'est avec la proba sinus carré de pi sur 8. Bon, bah ok.
Et du coup, bon, alors du coup c'est pareil, hein, on a le droit d'être astucieux. Ça, c'est 1 moins ça, donc ça va être cos carré de pi sur 8. Hein. Je pourrais aussi l'écrire, moins 45 de cette façon-là. Hein, on va changer, enfin bref. Il va y avoir le moins sin ici et puis le cos là. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, c'est évident, ça va donner cos carré de pi sur 8. Et donc voilà. Ok, c'est très bien. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais c'est comme ça. Voilà les probas. Alors, ça vaut combien cos carré de pi sur 8. Alors, pi sur 8, en fait, on va dire... alors, moi, c'est toujours pareil. Je me souviens, comme tout le monde, de ça, et comme certains de ça, égale cos de 2θ. Du coup, je sais que ça plus, je sais que donc 2 cos carré θ, c'est 1 plus cos de 2θ, et que 2 sin carré θ, c'est 1 moins cos de 2θ. Par conséquent, sin carré, c'est 1 moins cos du double sur 2. Donc ça, c'est 1 moins cos de pi sur 4. Ça, on connaît, sur 2. Et lui, du coup, c'est 1 plus cos de pi sur 4 sur 2. Et cos de pi sur 4, là, pour le coup, c'est racine de 2. Donc, si on veut répondre de façon un petit peu plus fermée, si je puis dire, cette probabilité-là, elle vaut 1 moins 1 sur racine de 2 sur 2. On va faire même mieux que ça. On va dire que du coup, ça, c'est... Ouais. Donc, c'est racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2. Racine de 2 moins 1 sur 2 racines de 2. Bon, très bien. Et lui, c'est du coup... Donc c'est racine de 2 plus 1 sur 2 racines de 2. Si on fait la somme de ça, on a bien 2 racines de 2 sur 2 racines de 2, mais moins 1 sans moins plus 1, donc ça fait bien 1. Ok. Bon, et ben voilà. On a répondu à la question. On est heureux. Alors, on s'intéresse à la particule 1 et on définit... Alors ça y est, on revient aux chaussettes de Bertelsmann. Alors, on s'intéresse à la particule 1 et on définit pour elle les propriétés A, B et C de la manière suivante. On dit que la particule possède la propriété A si elle est dans un état tel que la mesure de Sz fournira la réponse h bar sur 2. Alors, je vais l'écrire parce que... l'état singulaire, c'est pas besoin. Donc, particule 1. Propriété A, si quoi? Si elle est dans un état tel que la mesure de Sz donne h bar sur 2. Donc vous voyez que là, en disant ça, on est explicitement dans l'hypothèse d'une théorie à variable cachée. C'est-à-dire une théorie pour laquelle le résultat de la mesure de Sz, qui d'après la physique quantique est aléatoire, est en fait la traduction de notre ignorance du véritable état complet de la particule, qui, si on le connaissait, nous permettrait de savoir que ça va donner, en l'occurrence, h bar sur 2 pour cet état particulier. Donc c'est l'idée que l'état de la particule contient le résultat de la mesure qui sera faite ou qui serait faite. Mais du coup, si c'est à coup sûr l'état de la particule donnerait tel résultat, qu'on fasse la mesure ou pas, la particule a la propriété de donner h bar sur 2 si on mesure Sz. Hein. Donc vraiment, l'idée, c'est que dans l'état de la particule est contenu le résultat potentiel de n'importe quelle mesure qu'on pourrait faire sur cette particule. Donc, on dit que la particule a la propriété A si, qu'on le mesure ou qu'on ne le mesure pas, mais si on mesurait Sz, on obtiendrait h bar sur 2. Et si jamais on obtiendrait on allait obtenir moins h bar sur 2, c'est que c'était un état différent. Donc ça, c'est
On dit que la particule a la propriété A si son état induit ça. Bien. Alors, bien sûr, cela suppose que le résultat de la mesure est bel et bien déterminé par l'état actuel de la particule, considéré individuellement, c'est-à-dire indépendamment de ce qui peut se produire ailleurs, notamment au niveau de l'autre particule. C'est vraiment une variable cachée, locale, sur la particule, c'est l'état de la particule, peu importe ce qui se passe ailleurs, cette particule, en fait, est dans un état bien défini que j'ignore, dont j'ignore trop de choses pour pouvoir, moi, prédire le résultat, mais son état induit ça, indépendamment donc, de ce qui se passe ailleurs. C'est le principe des variables cachées locales, donc l'énoncé le précise. Et il se peut que nous ignorions l'état réel de la particule, de sorte que nous ne pouvons donner que des probabilités, etc. Bon, je ne vais pas relire parce que c'est exactement ce que j'ai expliqué là. La particule a la propriété A si le résultat de la mesure de Sz conduit ou conduirait, puisque du coup c'est la même chose, à la valeur h bar sur 2. Si ce n'est pas le cas, alors la particule n'a pas la propriété A. Donc évidemment, soit on l'a, soit on ne l'a pas. À partir du moment où le résultat d'une mesure est déterminé, même si moi je l'ignore, mais c'est déterminé par la nature des choses, alors soit on l'a, soit on ne l'a pas, cette propriété. De même, on définit la propriété B par donc la propriété B. J'aurais dû garder la même couleur qu'au début, mais j'ai oublié, mais vous aussi, donc c'est pas grave. La propriété B, si le résultat de la mesure de S45, donc la composante du spin dans la direction inclinée à 45 degrés, conduit ou conduirait à la valeur plus h bar sur 2 aussi, d'accord ? Si ce n'est pas le cas, alors la particule n'a pas la propriété B. Enfin, la particule 1 possède la propriété C si la mesure de Sx donne ou donnerait, quoi qu'il en soit, à coup sûr, h bar sur 2 aussi. Voilà. Et sinon, elle n'a pas la propriété C. Voilà. Alors, en remarquant que pour l'état S considéré, l'affirmation selon laquelle la particule 1 n'a pas la propriété A, respectivement B, C, est exactement équivalente à l'affirmation selon laquelle la particule 2 a la propriété A, respectivement B, C. Montrer que l'inégalité démontrée à la première question, celle avec nos ensembles, se traduit de la manière suivante, etc. Alors, donc juste un commentaire. Donc, là, le point clé, c'est que on va voir une violation de l'inégalité de Bell, pas sur n'importe quel état. On est dans un... Enfin, c'est pas... En particulier, si vous avez des parties... Enfin, oui, pas sur n'importe quel état. On va le montrer dans un état particulier, qui est ce fameux S égale 1 sur racine de 2, plus moins, moins, moins plus. Et ce qu'on a vu, c'est que là, on peut mettre n'importe quel U, en fait, par invariance, par rotation, la chose est vraie. Donc, mais de toute façon, on l'a vu dans les questions précédentes, cet état est caractérisé par une propriété vraiment très importante, très contraignante, qui est que si on mesure un résultat pour l'un, à coup sûr, l'autre, enfin, on mesure le résultat opposé pour l'autre. Ou on mesurerait, mais enfin, on obtiendrait. Mais en tout cas, dès qu'on mesure un résultat, l'autre est exactement dans l'état opposé par rapport à la même direction que ce qu'on a mesuré. C'est-à-dire que si, donc ce qui est dit là, l'affirmation selon laquelle la particule n'a pas la propriété A, si pas A, si elle n'a pas la propriété A, ça veut dire que il n'est pas vrai que la mesure de Sz donnerait h bar sur 2. Mais comme ça peut donner que h bar sur 2 ou moins h bar sur 2, ça veut dire qu'en réalité, la mesure, je vais l'écrire quand même en toutes lettres, la mesure de Sz, toujours sur la particule 1, je ne le répète pas, si la particule 1 n'a pas la propriété A, alors la mesure de Sz donne ou donnerait, peu importe quand on la mesure ou pas, c'est une propriété intrinsèque de la particule, de son état, de son état local, donne ou donnerait moins h bar sur 2. Mais du coup, si la mesure de Sz sur la première particule donne ou donnerait moins h bar sur 2, alors,
en vertu de ça, à coup sûr, l'autre particule, la particule 2, correspond à un résultat de mesure assuré de Sz plus h bar sur 2. Puisque à chaque fois qu'il y a moins h bar sur 2 sur l'un, dans la même composante sur l'autre, il y a plus h bar sur 2, réciproquement. Donc, si la particule 1 n'a pas la propriété A, la mesure de Sz donnerait moins h bar sur 2, et donc la particule 2, et donc la mesure de Sz sur la particule 2 donne ou donnerait plus h bar sur 2. Alors du coup, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si 1 n'a pas la propriété A, alors 2 là, parce que la propriété A, c'est si on fait une mesure de Z, on trouve h bar sur 2. Donc, si 1 n'a pas la propriété A, alors 2 là. D'accord ? C'est-à-dire, ok, bon, 2A, la propriété A. Donc ça, c'est important, et ce qui fait ça, c'est parce qu'on est dans cet état particulier, il y a une corrélation particulière. Je vous fais remarquer au passage, si on avait plus ici, ça reste un état intriqué, mais c'est plus un état qui est invariant par rotation. Si vous l'écrivez avec un plus dans la base Z, ça ne sera plus avec un plus dans la base X ou U, etc. Là, on se sert abondamment du fait que, peu importe ce qu'on met ici, si on met le même pour les deux particules, on peut mettre n'importe lequel. C'est moins, quand on fait le développement du produit tensoriel par distributivité, on voit que ce qu'on obtient là et ce qu'on obtient là, les termes, les extra-termes, les autres termes, ça s'élimine à cause du moins. Si on met des plus, ça le fait plus. Bon. Parenthèse de passage. Donc, ok, on a ça. Oui, j'ai effacé ça, on s'en souviendra. Alors, si 1 n'a pas la propriété A, donc si 1 est non A, en fait, 2 est A. C'est ça que ça veut dire. Très bien, bon bah ok. Et évidemment, pareil pour B. Si 1 est non B, alors 2 est B. Si 1 est non C, alors 2 est C. Bien. Alors, en remarquant... non, ça c'est fait. Ah oui, alors donc maintenant, montrer que l'inégalité du départ, notre belle inégalité de Bell, totalement évidente, qui était donc la n de A et non B, plus n de B et non C, est plus grand que n de A et non C, cette propriété, du coup, ça pour la particule 1, du coup s'écrit, et c'est ce qu'on nous propose ici, enfin on aurait pu l'écrire nous-mêmes, mais on nous la donne alors. Ça veut dire que donc ça veut dire que le nombre de particules, je fais un intermédiaire par rapport à ce qui est demandé, le nombre où 1 est A et 1 est non B. 1 est non B, ça veut dire que 2 est B. Donc, plus le nombre de particules, enfin le nombre, pas le nombre de particules, le nombre de paires, d'accord, le nombre de systèmes qu'on a préparés, de paires de deux qubits. Le nombre de systèmes pour lesquels la particule 1 est B et la particule 2 est C, puisque si 1 est non C, donc 2 est C, ça doit être supérieur ou égal au nombre de paires telles que la particule 1 est A et la particule 2 est C. Ok ? Bon, bah, voilà, donc tout ça c'est juste, encore une fois, le fait que si dans cet état, pour la paire, si une particule n'a pas une propriété, c'est l'autre qui la... voilà.
c'est l'autre qui l'a. Voilà. Donc ça donne ça. Et du coup, alors ce qu'on nous demande de montrer, c'est ça écrit avec des probabilités, c'est-à-dire le nombre de particules. Si vous lancez si vous prenez un grand échantillon, la probabilité, donc ça se traduit pour n suffisamment grand, enfin pour un tirage suffisamment grand. De toute façon, ça c'est vrai, quel que soit le nombre de particules tirées. Mais par rapport à votre système, que vous croyez aux variables cachées ou non, quand vous préparez le système, vous ne savez pas, même avec des variables cachées, vous ne savez pas quelle paire vous avez. Justement, l'idée, c'est de dire que les paires ont l'air d'être les mêmes, mais il y a des paires pour lesquelles, à coup sûr, on obtiendrait A, juste on ne le sait pas, et des paires pour lesquelles, à coup sûr, on n'obtiendrait pas A, c'est-à-dire, enfin, moins h bar sur 2, le plus h bar sur 2, qu'on sache ou pas. Mais donc, si vous faites un grand nombre de tirages, vous allez avoir le nombre de celles-là, ça va correspondre à la probabilité, d'être dans ce cas-là, fois le nombre de tirages que vous avez fait. Ça va tendre vers ça à l'infini. Donc, de toute façon, si c'est vrai pour les nombres, c'est vrai pour les probabilités, étant entendu que dans le cas des variables cachées, la probabilité ne fait que traduire votre ignorance, pas le fait que le résultat est aléatoire. Mais peu importe, quelle est l'origine de cette probabilité, de ce caractère aléatoire, qu'il soit fictif ou profond, ou réel. Ou fondamental, je veux dire essentiel. Alors, donc, en fait, c'est l'inégalité qui est proposée. Donc, la probabilité d'avoir Sz pour la particule 1 qui vaut h bar sur 2 et S45 pour la particule 2, 2 et B égale h bar sur 2. Donc, ça, c'est bien effectivement ce premier nombre-là. On est content. Plus l'improba d'avoir alors S45 pour la particule 1 égale h bar sur 2 et SX pour la particule 1 et SX pour la particule 2 égale h bar sur 2. Donc ça c'est bien ça. 1 à la propriété B, donc S45 h bar sur 2, et 2 la propriété C, donc SX égale h bar sur 2, c'est exactement ça. Supérieur ou égal à P de donc SZ de la particule 1 égale h bar sur 2 et Sx de la particule 2 égale h bar sur 2. Voilà. Donc c'est effectivement la traduction de notre inégalité tirée de la simple logique élémentaire des ensembles. Absolument incontestable. Dès lors qu'on attribue aux particules une propriété bien définie. Donc dès lors qu'il y a des variables cachées locales, dépendamment de ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre particule. Tac. Ou P, ok. Alors, neuvièmement, ça fait longtemps que je ne marque plus les numéros. Calculer ces probabilités dans le cadre de la physique quantique. Alors, on pourra noter que le projecteur sur plus peut s'écrire, donc le projecteur sur l'état plus, qui, d'accord, alors sur l'état plus quoi, plus z, plus x, plus z, plus z. Donc le projecteur sur l'état z, vous voyez, c'est ça, vous faites le produit scalaire sur plus z et vous mettez ça en face de plus z, donc évidemment le projecteur c'est ça. On nous demande de remarquer que ça s'écrit, alors oui, ça c'est une petite astuce qui s'utilise de temps en temps, c'est égal à en fait I plus sigma z le tout sur 2. I plus sigma z le tout sur 2, oui, enfin, il suffit de voir qu'effectivement, donc dans la base des plus z, ça, c'est 1, 0, enfin des plus z moins z, ça c'est 1 ici, puis 0 partout ailleurs, il n'y a que ce terme-là. Bon, de toute façon, le projecteur sur sigma z, c'est ça, puisque sur plus z, c'est ça, puisque plus z, c'est le premier vecteur de la base. Enfin, ça, c'est donc écrit dans la base plus z moins z, bien sûr. Hein. Enfin, plus z moins z. Dans cette base-là, ce projecteur s'écrit comme ça, bien sûr. Et effectivement, cette matrice, c'est 1, 1, ça c'est l'identité, plus sigma z, c'est 1 moins 1, ça.
Est-ce que c'est vrai ça? Bah oui, parce que ça là en haut, ça fait bien 1 plus 1, 2, 0, 0, 1, moins 1, 0. Ça fait tout ça divisé par 2, donc ça fait bien effectivement ça. Ok. Donc c'est un fait, c'est une remarque si vous voulez, mais c'est un fait, il se trouve que le projecteur suivant Z, c'est fait comme ça, c'est I plus sigma Z sur 2. Bon, très bien, c'est ce qu'on nous demande enfin, on nous suggère d'utiliser ça. Donc c'est vrai, mais alors ce qui est intéressant, on le dit avec des expressions analogues pour les autres directions, parce qu'effectivement, le projecteur suivant Z, suivant plus Z, il s'écrit comme ça, 1, 0, 0, 0, dans la base particulière, mais dans une autre base, il s'écrit autrement. Pareil, ça s'écrit autrement dans une autre base. Enfin, l'identité, j'écris toujours l'identité dans toutes les bases, mais sigma Z, non, bien sûr. Mais à partir du moment où c'est une égalité qui est vraie, enfin, dont les représentations matricielles dans une base est vraie, ça veut dire que c'est une égalité entre les opérateurs. Et du coup, ce serait vrai dans toutes les bases. Donc, on peut maintenant oublier les bases. Et donc, ceci est vrai. Or, évidemment, la direction Z n'est pas privilégiée dans l'univers. C'est-à-dire, si le projecteur suivant une direction que j'ai choisi d'appeler Z s'écrit comme ça, évidemment, si j'avais choisi de l'appeler U, cette direction, eh bien, ce serait vrai aussi. C'est-à-dire que le projecteur dans la direction plus U, n'importe quelle direction U, qui est évidemment plus U, avec quel bras plus U, eh bien c'est aussi I plus sigma U sur 2. D'accord ? Parce que Z n'est pas une direction particulière. Okay ? Direction particulière si on représente les matrices dans la base correspondant à ce Z-là. Mais voilà, en tant qu'opérateur, ceci est vrai tout le temps. Bon, ok, donc on a ça, et on nous suggère de noter ça comme ça pour calculer pour calculer ces probabilités-là. Bon, alors voyons. Donc ça... Oui, ça c'était juste pour montrer que... notre théorème du départ de pure logique s'écrivait comme ça. Donc maintenant on calcule ça dans le cas de la physique quantique. Donc plus Z... non, pardon, ça. Ah oui, alors la probabilité d'obtenir un certain résultat, c'est la valeur moyenne. Vous savez que vous mesurez une grandeur G. Dans un état psi, la grandeur G a des vecteurs propres, GI associés aux valeurs propres, GI comme ça, une application habituelle. Dans l'état psi, la valeur moyenne de G, vous vous rappelez, c'est en fait psi, quand on est dans l'état psi, c'est ça. Et la probabilité d'obtenir la grandeur GI, quand on mesure la grandeur G, la probabilité d'obtenir la valeur GI quand on mesure la grandeur G dans l'état psi, c'est, vous vous souvenez, justement la moyenne du projecteur dans la direction GI. Quand on est dans l'état psi, c'est-à-dire, voilà, évidemment que c'est ça, hein, puisque c'est psi GI, GI, psi. Ceci est bien le module au carré de psi GI, c'est-à-dire le produit scalaire entre votre vecteur et le vecteur de l'état du système et le vecteur propre correspondant à la valeur que vous mesurez, module au carré. Donc, et ça, c'est justement le projecteur dans la direction GI. Donc ceci est une évidence, mais du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dire que la probabilité d'obtenir une certaine grandeur, c'est la valeur moyenne du projecteur associé dans l'état où on est, mais ce projecteur associé, c'est I plus sigma dans la direction en question. Donc, si on récapitule, ici, la probabilité, alors là, la grandeur qu'on mesure, attention, elle est double, hein, on veut ça et ça. Donc, en fait, on mesure la grandeur SZ1 croix S45-2. Celle-ci concerne la première particule, celle-ci la deuxième. J'ai formé l'opérateur global qui correspond
dans l'espace des états, dans l'espace de Hilbert, produit tensoriel des deux espaces des états individuels. Bien. Donc j'ai cette grandeur-là. Mais, oui, peu importe. En fait, l'état propre, enfin, peu importe, c'est vrai, mais je veux dire, l'état propre qui correspond à ces valeurs-là, de même que là, c'est GI. Ici, c'est donc plus Z pour la particule 1, croix plus 45 pour la particule 2. D'accord ? C'est ce vecteur-là. Donc le projecteur en question, c'est le quai de bras que voilà. Plus Z de la particule 1, croix, là, écrit in extenso. Alors évidemment, ça fait beaucoup de signes écrits au tableau, mais je pense que comme ça, vous voyez clairement de quoi il s'agit. Voilà le quai de bras. Voilà le projecteur correspondant à ces résultats-là. Et du coup, la probabilité d'obtenir ça, c'est la valeur moyenne de ce projecteur dans l'état du système. L'état du système, c'est S. Je vais effacer S. Tiens, oui, je vais effacer. Donc, je vais réécrire mieux parce que beaucoup de signes là. Peut-être que je peux simplifier l'écriture ici. J'ai un plus Z plus 45. D'accord, c'est ça que ça veut dire ici. La première est plus suivant Z, la deuxième plus suivant 45, très bien. Et j'ai ici donc la même chose, mais en version bras. Donc plus Z plus 45. Voilà. Je pourrais même le mettre de l'autre côté en fait. Bon, peu importe. Et j'ai ça entre S et S. Et S, c'est donc... Alors, je vais l'écrire. On a dit que c'était... Alors, je vais écrire là S. Donc, S, on a dit que c'était plus, moins, moins, plus, mais Z. D'accord ? Sur racine de 2. Et pareil ici, sur racine de 2, je vais avoir un 1,5 global. Et puis ici, donc, le bras correspondant. Donc plus Z moins Z. À chaque fois, je mets la première particule à gauche, la deuxième à droite. Hein. Je ne retourne pas l'ordre des particules. La première est la première, la deuxième est la deuxième. Moins Z plus Z. Voilà. Donc je peux calculer cette valeur moyenne. C'est moins, là. Alors, comment on calcule un produit scalaire? Alors, donc, j'ai évidemment le produit scalaire est linéaire. Enfin, ce bras moins ce bras appliqué à ce quête, c'est ce bras appliqué à ce quête moins ce bras appliqué à ce quête. D'accord. Et là, ce bras appliqué à ce quête moins ce quête, c'est ce bras appliqué à ce quête moins ce bras appliqué à ce quête. Alors, comment on fait le produit scalaire? Je vous le fais une fois comme ça, puis après, en fait, on a déjà calculé tout ça. Donc, on est en train un petit peu de perdre du temps, mais enfin, c'est lié à l'indication. Et je pense que quand j'avais proposé ça, l'idée c'était justement de vous montrer un petit peu comment on calcule. Là, il se trouve qu'on a déjà, enfin, c'est très simple et on a déjà fait le calcul avant, mais c'est bien de voir formellement comment ça se passe, parce que ça permet d'être généralisé à n'importe quelle situation. La probabilité d'obtenir un certain résultat, c'est la moyenne du projecteur correspondant au résultat que vous obtenez, quoi qu'il arrive. C'est vrai pour une particule, c'est vrai pour un système de 2 particules, pour un système d'1 milliard de particules, c'est vrai. La probabilité de trouver un certain un résultat global, c'est la valeur moyenne dans l'état du système de l'état propre correspondant au résultat dont vous parlez. Donc voilà, plusieurs résultats, évidemment, et la somme des valeurs moyennes de tous les projecteurs, ça va faire 1. Pourquoi ? Parce que la somme des projecteurs, surtout sur un jeu d'états qui forment une base, ça fait 1. Donc l'identité. Donc l'identité prise en sandwich par psi, quel que soit psi, évidemment, ça fait module psi carré, c'est-à-dire 1, c'est pas énorme comme ici. Ok, alors donc on y va. Donc j'ai ça, scalaire ça. Alors j'ai plus Z, scalaire plus Z. Ben ça fait 1. Donc vous vous rappelez, quand on a un produit scalaire dans l'espace combiné, en fait, ce produit scalaire, lui,
lui scalaire lui, c'est en fait lui scalaire lui fois lui scalaire lui. D'accord? Donc plus z scalaire plus z, ça fait 1. Donc en fait tout ça, ça fait plus 45 scalaire moins z. De la deuxième particule, en l'occurrence, mais peu importe. Il se trouve que c'est celui de la deuxième. Plus, pour la première, ça fait 1, pour la deuxième, ça fait ça. Très bien. Maintenant, plus, lui scalaire lui, enfin, ce bras appliqué à ce quête. Ben, vous voyez que vous avez plus z ici, donc lui scalaire lui, ça fait 0. Après, l'autre, ça fait ce que ça fait, peu importe, ça fait déjà 0. Donc en fait, ce terme-là, il s'en va. Enfin, c'est pas qu'il vaut 0, c'est que ce bras appliqué à lui, ça fait 0. Donc en fait, il reste que ça. Pour la partie droite, ici, il reste que ça. Plus 45 moins z. Alors pour la partie gauche, bah, c'est pareil. On a ce bras appliqué à ce bras. Donc ça fait lui appliqué à lui. Donc plus, ça fait 1. Et il reste moins z, lui, là, appliqué à plus 45. Donc ça, il se trouve que c'est pour la particule 2. Mais... Et puis là, moins z plus z, ça fait 0, donc ça dégage. Donc en fait, tout ça, c'est-à-dire la valeur moyenne de ce projecteur sur, il manque là le S, là, dans l'état S, c'est finalement 1/2 de ça fois ça. Donc cette probabilité-là, parce que c'est bien ça dont il s'agit, cette probabilité-là, c'est 1/2 de ça fois ça. Et alors ça, ben justement, on l'a calculé ici. Voilà, je sentais qu'on aurait besoin. Voilà, le moins z plus z. Alors vous voyez que ça, c'est exactement le complexe conjugué de ça en l'occurrence. Hein, puisque c'est juste, il est dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, c'est le complexe conjugué de ça. Donc ça fois ça, c'est bien le modulo carré ici. Donc c'est cette probabilité-là en fait. On l'avait déjà. Et elle vaut donc ça. Alors attention, fois 1,5. Fois 1,5 parce que vous vous rappelez que la probabilité d'avoir ça, il y avait une chaîne, il y avait avant. Si on avait mesuré plus h bar sur 2 pour le premier, alors la probabilité de mesurer plus h bar sur 2 pour le deuxième dans la direction 45, c'était ça. Donc, il y avait 1,5 au début, fois celui-là. Et donc le 1,5 il est là. Enfin bref, on retrouve ce qu'il faut. On l'avait déjà calculé, mais vous voyez, formellement, on s'en sort aussi comme ça. Donc cette probabilité-là, c'est ça le bilan, c'est 1/2 de module sol carré, c'est-à-dire 1/2 de ce truc-là, c'est-à-dire racine de 2 moins 1 sur 4 racine de 2. Donc ça, c'est ça. Ah, mais je me suis pas du tout servi de 1 plus... oui, je me suis pas du tout servi de 1 plus sigma 5. Oui, bah, il n'y avait pas besoin, en fait. Bah, sinon, oui, je peux écrire que ça... Oui, non, mais c'est pas très astucieux. Ce serait l'identique... Parce que... Oui, bon, je sais pas ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Parce que là, du coup, c'est un projecteur dans l'espace produit tensoriel. Donc, en fait... Ah oui, ça y est, je vois. Je vois ce que j'avais probablement en tête. J'ai un peu oublié. Donc, si vous voulez, la probabilité d'obtenir ça, c'est donc le projecteur du premier qubit sur plus z et du deuxième qubit sur moins z. Donc, en fait, c'est i de 1 plus... le deuxième qubit sur plus 45, pardon. Plus sigma z de 1 sur 2, ça c'est le projecteur du premier qubit sur plus z, de façon à avoir ça, croix l'identité de 2 plus sigma 45 de 2, oui c'est ça, sur 2. D'accord. Okay. Et donc ça, je peux le développer en... Donc j'ai I de 1 croix I de 2, ça c'est l'identité globale, hein, sur 4, plus I de 1 sigma 45 2, mais
c'est inutilement compliqué. Hein. Sur 4, je sais plus. Peu importe. Enfin, en tout cas, on répond à la question, c'est pas ça le problème. Croix ici, sigma z de 1 croix l'identité de 2. Sur 4 aussi, plus le sigma z en question de 1, sigma 45 de 2 sur 4. Et donc après on peut appliquer ces opérateurs. Enfin bref, c'est uniquement compliqué. Je sais pas, ou alors c'est un scoring, bon je sais pas. Bon, en tout cas, on a la réponse. Formellement on peut s'amuser à faire des choses compliquées, mais il n'y a absolument pas besoin ici de le faire. D'autant qu'en fait les calculs on l'a déjà fait. Alors c'était bien de faire quand même celui-là, là, hein, pour vous montrer comment on obtient la valeur moyenne, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un certain résultat, c'est la valeur moyenne du projecteur correspondant à l'état propre, enfin du projecteur sur l'état propre correspondant aux valeurs qu'on cherche. Et sinon, bon, bah, voilà, sinon on avait le résultat, donc sigma z 45. On trouve ça. Alors là aussi, c'est pas interdit d'être astucieux. D'ailleurs, je l'avais écrit dans l'énoncé. Il faut mener tous les calculs jusqu'au bout, mais il n'est pas interdit d'être astucieux. Alors là, en l'occurrence, on s'est donné un peu de mal à faire ça, sachant qu'on avait déjà la réponse le coup d'avant, mais on l'a fait formellement, c'est une bonne chose. Par contre, là, on va peut-être pas le refaire 2 fois non plus. Là, ça, c'est exactement ça, le tout tourné de 45 degrés, hein, puisque on a UZ, UX, on rappelait, et U45. Là, on a regardé la probabilité de ça pour la particule 1 et ça pour la particule 2. Et là, maintenant, on demande probabilité de ça pour la particule 1 et ça pour la particule 2. C'est exactement pareil, puisque notre état S est invariant par rotation. Donc, ce qu'on veut, c'est la corrélation, la probabilité d'avoir une corrélation positive, là, enfin, plus h bar sur 2 dans chaque cas, pour 2 vecteurs séparés par 45 degrés, qui soient là, là, là ou n'importe où, évidemment, ce sera le même résultat, hein, du fait de l'invariance dont on parle. Donc là, on sait que ça vaut aussi racine de 2 moins 1 sur 4 racine de 2. Très bien. Il reste à calculer ça, mais alors ça, c'est... on ne va pas refaire formellement, bon, ça, on l'a vu avant comme ça, mais en plus, on le sait. Donc, si on part de l'état 1 sur racine de 2 plus moins 1 sur racine de 2 en plus, la probabilité d'avoir pour Sz égale h bar sur 2, bah, c'est 1,5 déjà. Il faut que le premier soit 1 sur racine de 2, soit h bar sur 2, on a une probabilité 1,5. Du coup, on est dans cet état-là. Et maintenant, la probabilité que la deuxième suivant x donne, alors qu'on est dans l'état moins z pour obtenir x, h bar sur 2 dans la direction x, on a encore une chance sur 2, donc en fait tout ça c'est un quart. Voilà, on l'avait trouvé avant aussi. Bon, désolé pour l'indication, là, qui est une indication bidon dont on n'a strictement pas besoin, et au contraire, si jamais on cherche à l'utiliser, ça complique sérieusement, enfin ça fait des calculs tout à fait inutiles. Bien, alors, voilà, donc calculer ces probabilités dans le cas de la physique quantique. Montrer dixièmement, donc on l'a fait, tac, 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 dixièmement, et dernièrement de cet exercice, dixièmement, montrer que l'inégalité de Bell est violée pour ce système avec les propriétés A, B et C choisies, et conclure et commenter. Bon, ben, voilà, je peux effacer ça, je peux tout effacer. Il faut juste montrer que ça plus ça n'est pas supérieur à un quart. Alors voilà, supposons que ce soit vrai, donc là en fait on a 2 fois la même chose, donc on a racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2, est-ce que c'est plus grand que 1 quart? Ça équivaut, je multiplie par 2 racine de 2 là, donc ça fait racine de 2 moins 1 supérieur ou égal, enfin là il y a un des deux, donc racine de 1 sur racine de 2, voilà. Et donc ça veut dire, si je multiplie tout par racine de 2, ça fait 2 moins racine de 2 supérieur ou égal à 1. Et ça, si je passe le 1 là et la racine de 2 là, ça veut dire que 2 moins 1 c'est 1. 1, est-ce que 1 est plus grand que racine de 2? On va même s'amuser encore plus.
on a oublié que racine de 2 c'était 1,414 et quelques, je mets tout ça au carré, tiens. Ça veut dire que 1 est plus grand que 2. Est-ce que 1 est plus grand que 2? La réponse est non. Et donc, bah voilà, conclure et commenter, bah, le système, enfin, la physique quantique prédit que lorsque le système est dans l'état A et qu'on s'intéresse aux propriétés A, B et C mentionnées, composantes suivant SZ, composantes suivant S45, enfin suivant U45 et composantes suivant UX, ces propriétés-là, qui sont des propriétés génériques, si justement s'il était possible d'attribuer à chaque s'il était possible d'attribuer à l'état S des valeurs bien définies, et donc prédéfinies, avant mesure, des valeurs bien définies qu'on mesure ou pas, de la propriété A pour la particule 1, et de la propriété B et de la propriété C, s'il était possible de faire ça, eh bien, la logique la plus élémentaire sur les intersections d'ensemble et le comptage d'éléments, ce qu'il y a là, plus là, plus là, enfin bon voilà, la logique la plus élémentaire impliquerait que cette probabilité-là plus celle-là est de toute façon plus grande que celle-là. Or, on a un cas concret, particulier, pour lequel ce n'est pas vrai dans le cas de la physique quantique. Et donc, ça veut dire que l'hypothèse selon laquelle notre système, dans l'état S, a, avant mesure, quelque chose en lui-même, enfin l'état du système est tel que le résultat de la mesure n'est pas aléatoire, mais est déterminé par l'état vraiment du système que je ne connais pas, mais qui, si je le connaissais, me permettrait de conclure. C'est-à-dire que c'est une vraie propriété du système, il n'y a pas d'aléatoire. Le résultat de la mesure est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est une propriété de l'état du système, que si je fais la mesure, j'obtiens ça, et non pas quelque chose d'aléatoire qui se manifeste, qui se manifeste aléatoirement. Donc, je vérifierai ça. Or, le système de 2 qubits dans cet état-là viole explicitement cette inégalité. Donc, la physique quantique, dans ses prédictions, n'est pas identique à une théorie à variable cachée, quelle qu'elle soit, une variable cachée locale, quelle qu'elle soit. Il n'est pas possible que le résultat de la mesure, tel qu'on le constate, alors Copenhague ou pas Copenhague, peu importe, le résultat du constat de la mesure ne peut pas être prédéfini par une propriété du système, quelle qu'elle soit. Donc, c'est pas la peine de chercher. Il n'y a pas... la physique quantique se distingue très précisément de toute théorie à variable cachée, quelle qu'elle soit. Et maintenant, bien sûr, le truc, c'est qu'on peut faire ces calculs, ces mesures de corrélation. On fabrique des systèmes dans cet état-là, on mesure, on en fait 100 milliards, et à chaque fois on regarde les probabilités que l'un soit h bar sur 2 et l'autre aussi, voilà, et on fait la somme de ces probas, et on fait un calcul c'est là, et on voit expérimentalement que effectivement c'est violé. Alors, non seulement l'inégalité est violée, donc ça élimine les théories de variables cachées, mais la probabilité qu'on trouve, c'est racine de 2 moins 1 sur 4 racine de 2. Vraiment. C'est-à-dire, on obtient ce qu'il faut. Et si au lieu de calculer 45 ici, pour être un hasard, c'est déjà un sacré hasard, hein, le racine de 2 moins 1 sur 4 racine de 2, il faut le sortir. Mais si on prend un autre angle ici, je sais pas, 38,72, on va trouver la proba qu'on trouve là, est bien celle qui est prédite par la physique quantique. Donc ces corrélations de la physique quantique ne sont pas associées à une ignorance sur l'état réel du système. L'expérience confirme le formalisme quantique à toute la précision qu'on a été capable d'atteindre et qui est largement suffisante maintenant pour exclure vraiment l'idée des variables cachées. Okay. Bon, voilà, donc ça clôt la correction de cet exercice. Alors il en reste un qui est assez court
et que je vais donc probablement faire dans la foulée, mais peut-être dans une autre vidéo comme ça, pas allonger celle-ci. Donc voilà, j'en reste là pour aujourd'hui ou pour maintenant. Donc pour la fin de la correction de ce TD, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ce sera juste l'exercice 3, mais qui est assez court, il n'y a qu'une page et 7 questions, donc ça devrait aller assez vite. Voilà, et bien à bientôt.